Bonjour à toutes et à tous, Vladimir Poutine est-il fou? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo avec des éléments sérieux et psychiatriques. Alors d'abord, pour faire un diagnostic psychiatrique, je vous rappelle qu'il faut voir une personne en tête-à-tête dans son bureau, dans le cadre du secret médical, et évidemment, du coup, le diagnostic ne sortira jamais de ce bureau, c'est bien évidemment le principe du secret médical. Bon, donc là, évidemment, quand on voit à la télé des gens qui parlent de la santé mentale du président Poutine, on comprend bien que c'est pas comme ça qu'ils ont procédé, parce que s'ils avaient procédé comme ça, de toute façon, ils n'auraient même pas le droit d'en parler, d'accord? Bon. Donc, comment on essaie d'évaluer si quelqu'un, finalement, souffre de troubles psychiatriques ou non, d'accord? Quand on n'a pas accès à ce type d'informations qualitatives qui est pourtant, en théorie, indispensable à l'établissement diagnostic, qui est tout simplement le fait de parler avec une personne qui, librement, a décidé de se confier dans le cadre du secret à un médecin. Et bien, en fait, finalement, on va inverser la machine. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du discours du patient et de faire ce ping-pong d'aller-retour de questions, etc., de réponses pour établir un diagnostic, on va partir du diagnostic et on va voir par rapport à ce qu'on sait de cette personne, est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles. C'est-à-dire que, est-ce que, vu ce qu'on sait, c'est impossible que l'hypothèse qu'on a mise en place soit la bonne. D'accord? Vous voyez, on change un peu le raisonnement finalement. Alors, voilà comment on va procéder donc pour Vladimir Poutine. Alors, je précise, évidemment, moi je ne fais pas de politique, je m'en moque de savoir s'il est gentil, méchant, s'il fait bien, pas bien, etc. On n'est pas là pour ça. Je ne m'en mêle pas et je ne veux pas m'en mêler. Et de toute façon, je ne suis pas compétent dans le domaine. Donc, concernant la psychiatrie de Vladimir Poutine, on va essayer d'émettre des hypothèses et on va essayer de comprendre en quoi ces hypothèses sont compatibles avec ce qu'on sait. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on sait finalement ? Parce que vous comprenez bien que faire de la psychiatrie d'une personne pour laquelle on n'a aucun document, aucun élément, c'est grave, ça c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Vous allez émettre des hypothèses complètement dans le vide. Alors comment on fait pour que ce ne soit pas dans le vide? C'est quoi finalement quel est un document de qualité? Alors, document de qualité, pour moi, ce qu'il y a de mieux pour ce type d'exercice difficile et très incertain de toute façon, c'est le live, c'est-à-dire les questions-réponses en direct avec quelqu'un qui est un opposant. Typiquement, les lives questions-réponses avec les journalistes étrangers, notamment des grands médias anglo-saxons qui sont très agressifs, qui vraiment piquent toujours là où ça fait très mal, ce sont des éléments très qualitatifs. Alors, très qualitatifs par rapport à quoi ? Par rapport, bien sûr, à un discours préenregistré que le mec va lire. Bon, ça, c'est très peu informatif sur ce qu'est la personne, son fonctionnement psychique. Parce que tout est préenregistré, tout est préprogrammé. Enfin, c'est très facile, finalement, de tricher. Alors que quand on est face à un opposant politique qui vient taper exactement là où ça fait mal, et qu'on fait tout ça en direct, et qu'on ne connaît pas les questions à l'avance, là, on arrive à voir déjà un peu plus de choses. Bon. Alors évidemment, c'est par contre qualitativement moins bien qu'encore une fois un entretien en tête-à-tête dans un bureau avec quelqu'un qui est d'accord pour se confier sur son psychisme. On est bien d'accord, hein. Je veux que tout le monde soit conscient des limites de cet exercice. Mais il y a quand même des choses qu'on peut exclure. Et c'est ça qui va être intéressant. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui le diagnostic de retard mental ou de démence chez Vladimir Poutine? La réponse est non. Alors là, ça vous semble relativement évident, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est évident. C'est évident parce que on a suffisamment d'éléments récents et même très récents de discours de cette personne qui rendent incompatible finalement le diagnostic de retard mental ou de démence. Parce que la qualité du discours, les précisions du discours, la cohérence interne, qu'on soit pour ou contre, encore une fois, du discours, etc., il y a une construction intellectuelle qui est relativement fine et qui exclut un retard mental ou une démence avancée. C'est juste pas possible. Quelqu'un qui a ce type de discours n'aura jamais, quoi qu'il arrive, le diagnostic de démence ou de retard mental. Enfin, à l'instant où on parle, bien sûr. Donc vous voyez, on peut comme ça raisonner non pas de manière un petit peu, quelque part on pourrait dire prospective, mais un peu de manière rétrospective. Rétrospectivement par rapport à ce qu'on sait, est-ce qu'on peut dire ou pas que ce diagnostic est valable? Donc il n'y a pas de retard mental, il n'y a pas de démence. Est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'on a des éléments suffisants dans les matériaux qu'on a à disposition pour dire est-ce qu'il est déprimé, par exemple, ou est-ce qu'il souffre d'un trouble bipolaire? On va commencer par le trouble bipolaire. Vu l'âge qu'il a, il est, je ne vais pas dire impossible, il est rarissime de chez rarissime de développer un trouble bipolaire à cet âge-là. Et donc, on a finalement
30, 40 années de recul sur le déclenchement d'un éventuel trouble bipolaire chez ce monsieur. C'est-à-dire que s'il avait dû avoir un trouble bipolaire, on aurait eu des éléments, en tout cas on serait en droit de chercher des éléments dans les 30, 40 dernières années de sa vie, vu son âge, d'accord ? Parce que je crois qu'il a plus de 60 ans. Donc on a énormément de recul, énormément de données finalement sur son fonctionnement psychique, sur sa régularité, ses pratiques sportives, ses discours, la fréquence de ses interventions publiques, etc., pour dire que manifestement, on n'a jamais vu Vladimir Poutine avec un accès maniaque franc, et donc, manifestement, on peut dire qu'il ne souffre pas d'un trouble bipolaire. C'est juste pas possible. On ne peut pas retenir ce diagnostic techniquement avec tout ce qu'on sait. On en sait tellement. C'est-à-dire, finalement, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on en sait plus sur la régularité de son psychisme à lui, parce que c'est une personne publique, que parfois même certains de nos patients qui oublient ou qui sont pas assez entourés ou qui finalement n'arrivent pas bien à reconstruire. Lui, on a tellement de documents depuis tellement d'années et qui sont tellement fréquents, parce que limite, bon, si pendant 6 mois on n'a pas de nouvelles, on peut se dire ouais, mais peut-être qu'il a fait un épisode maniaque pendant cette période-là, on ne sait pas trop. Non, là vraiment, on a une régularité et une quantité de données qui est largement suffisante pour dire qu'il souffre pas d'un trouble bipolaire, ou en tout cas qui ne souffre pas d'un trouble bipolaire symptomatologique, parce qu'il pourrait par exemple très bien souffrir d'un trouble bipolaire parfaitement traité. Mais dans ce cas-là, finalement, s'il est parfaitement traité depuis tant d'années, quel est l'intérêt de retenir ce diagnostic pour essayer de comprendre ce qui va se passer ou ce qui se passe ? Du coup, rien du tout. D'accord ? Voilà. Donc, peut-être qu'il a un trouble bipolaire, mais si c'est le cas, il est extraordinairement bien traité, comme très peu de troubles bipolaires sont traités si bien pendant tant d'années et si parfaitement. Donc raisonnablement, non, il ne souffre pas d'un trouble bipolaire. Est-ce qu'il souffre de périodes de dépression ? Finalement, pour les mêmes raisons, on peut vraiment légitimement penser que non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des périodes de blues, de tristesse, etc., mais manifestement, au sens du DSM, vraiment de la définition de la dépression médicalement parlant, non, vraiment, il n'est pas raisonnable de penser qu'il souffre actuellement d'une dépression. Manifestement, on n'a pas d'éléments pour penser qu'il a pu en souffrir ces derniers mois, enfin depuis que cette crise nous intéresse. Donc, manifestement, on ne peut pas considérer qu'il souffre d'un retard mental, d'une démence, d'un trouble bipolaire, d'une dépression. Est-ce qu'il peut souffrir d'une schizophrénie ? Non. Il ne peut pas souffrir d'une schizophrénie. Pareil, on a suffisamment d'éléments pour voir qu'il a une stabilité psychique, cognitive, qu'il a une fluidité dans son discours, dans son raisonnement, qui fait que, voilà, il peut pas avoir de schizophrénie. Donc finalement, là, vous comprenez bien qu'on a éliminer une quantité importante, l'essentiel à vrai dire, des diagnostics en psychiatrie qui créent un trouble du jugement. D'accord ? Donc il est finalement pas très raisonnable de dire que Vladimir Poutine souffre d'un trouble du jugement. C'est-à-dire qu'il serait fou, qu'il serait dément, qu'il ferait n'importe quoi et qu'il serait en roue libre. Non, c'est en tout cas pas pour des raisons psychiatriques. Après, on peut imaginer absolument tout et n'importe quoi. On peut très bien imaginer que c'est les extraterrestres de Pluton qui sont venus, qui contrôlent son cerveau via un implant. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, bon, on peut aussi être raisonnable et, voilà, essayer d'être raisonnable. Ok, bon. Donc, vous voyez, raisonnablement, ils sont très peu nombreux. Mais il y a certains commentateurs, surtout des gens très politisés, à vrai dire, surtout des politiciens, qui disent qu'il est dingue. Non, il n'est pas dingue. Et c'est plutôt faire offense aux gens qui souffrent de troubles psychiatriques que de penser qu'il n'y a que des gens qui souffrent d'un trouble psychiatrique qui pourraient faire la guerre. Je trouve ça un petit peu psychophobe, mais enfin bon, c'est mon avis personnel. Donc non, il ne souffre pas d'un trouble du jugement en raison d'une pathologie psychiatrique. Il n'est pas fou, comme disent certains commentateurs. Encore une fois, je reconnais bien volontiers que ce sont les commentateurs politisés qui disent ça. Sur le plan du discours sur la santé mentale de ce monsieur par les commentateurs professionnels, vraiment les géopoliticiens, les experts, etc., j'ai jamais entendu ça, donc je veux pas critiquer ceux qui à la télé parlent du psychisme de Poutine. Ils sont rarement dans cet excès, en tout cas j'en ai même jamais vu être dans cet excès. Ils sont en général beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus posés, et même relativement pertinents. Alors, parce qu'on n'a pas fini finalement.
ok, il n'y a pas de trouble du jugement manifeste, il n'y a pas de démence, il n'y a pas de retard mental, il n'y a pas de schizophrénie ou de trouble bipolaire actif en phase soit maniaque franche, soit dépressive. Ok, mais est-ce que pour autant, il n'y a pas d'autres diagnostics psychiatriques possibles? Bah, si, il y en a. Et c'est intéressant de regarder son histoire, notamment sa jeune histoire. Vladimir Poutine, selon les informations que j'ai glanées, je me suis beaucoup intéressé, c'est quelqu'un qui manifestement, dans son enfance, était turbulent, pour le moins. Pour le moins. Ne m'envoyez pas des espions russes pour me tuer, non, je plaisante. Je ne suis pas assez important pour ça. Si je l'étais, bref, je ne le suis pas, tant mieux. Donc, manifestement, il était un peu turbulent, très turbulent. Franchement, très turbulent. Alors, aussi peut-être en partie livré à lui-même, il y a toute une histoire familiale qui est aussi complexe, etc. Mais voilà, il était assez impulsif, manifestement. Ce sur quoi les biographes semblent s'accorder, c'est qu'il s'est progressivement obsessionnalisé, rigidifié, notamment avec la pratique du judo, et tombé sur un prof. Enfin voilà, il a été finalement entraîné dans un mouvement, il a été sorti un petit peu de la rue et de ses excès, de son impulsivité et de violence, finalement, par la pratique de ce sport qu'est le judo et d'autres sports, et des rencontres qui l'ont extrêmement, finalement, cadré et obsessionnalisé avec le temps. Et c'est quelque chose que manifestement on retrouve dans son fonctionnement aujourd'hui, c'est-à-dire une volonté de contrôle. Vous savez que le trouble obsessionnel, c'est une forme de trouble anxieux qui vise à vouloir contrôler. C'est-à-dire que notre cerveau, pour éviter le doute, l'inquiétude et la préoccupation, il va vouloir contrôler. Parfois aussi, on trouve ça chez les personnes qui souffrent d'un trouble attentionnel et d'hyperactivité, donc des gens très impulsifs. On retrouve aussi une composante obsessionnelle anxieuse qui vient aussi répondre à la volonté de contrôler cette impulsivité. Donc, on peut contrôler le doute, l'inquiétude, la préoccupation, donc la partie trouble anxieux. Le trouble obsessionnel peut venir compenser la peur, le doute, l'inquiétude liés au trouble anxieux, mais il peut aussi être encore majoré par la volonté de contrôler son impulsivité. D'accord ? Et il est tout à fait possible, tout à fait probable même, que chez Vladimir Poutine, il y ait ces deux choses qui étaient absolument indispensables de contrôler. Et donc, il s'est finalement beaucoup obsessionnalisé, dans une volonté de tout contrôler de lui-même et donc aussi du reste, et aussi du reste, de son environnement. Et ça, je trouve que c'est assez nettement quelque chose qui ressort. Et pour le coup, les commentateurs qui connaissent très bien sa biographie rapportent vraiment ces éléments de volonté de contrôle de tout le temps, etc., d'obstinalité. Alors, vous allez me dire que on ne peut pas devenir président de la Russie et surtout rester aussi longtemps si on n'est pas obsessionnel. Oui, vous avez raison, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais en plus de cet aspect très probable, c'est-à-dire de ce biais de recrutement, parce qu'en gros, on ne peut recruter que les impulsifs obsessionnels, qui se sont obsessionnalisés dans un poste comme celui-là. Mais en plus de ce biais de recrutement, qui est purement théorique, on a aussi une anamnèse, une histoire de vie qui va dans ce sens. Donc c'est ça qui est intéressant. On a des éléments qualitatifs et relativement nombreux et tous convergents qui nous expliquent ce fonctionnement psychique-là. Donc c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle, dans une volonté de tout contrôler, de tout programmer, de tout préparer. Donc voilà, moi je trouve que, et ça beaucoup de commentateurs le disent, et je trouve que c'est vraiment, ça semble vraiment cohérent. Ça semble vraiment cohérent avec ce qu'on constate aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour d'abord vous montrer que peut-être c'est un peu psychophobe que de dire qu'il y a que des dingues et des fous qui peuvent faire la guerre. Non, il n'y a pas que des dingues et des fous qui peuvent faire la guerre, c'est pas vrai. Alors je ne dis pas que quand on est dingue ou fou, encore une fois j'utilise ces termes à dessein, parce qu'ils sont aujourd'hui connotés péjorativement et que je veux finalement montrer que tout ça est vraiment bête de vouloir rendre ces mots-là péjoratifs. Ça n'a pas de sens. La preuve, on peut faire des choses terribles sans être dingue, fou ou dément. Bon. Je me mêle pas, je dis pas qu'encore une fois il a raison ou tort. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment important peut-être de dire, arrêtez de dire que Vladimir Poutine est fou ou dingue. C'est pas gentil pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et que les gens appellent fou ou dingue. Bon. Et deuxièmement aussi pour vous dire cette vidéo que on peut faire ce petit exercice de rétro-engineering quelque part, c'est-à-dire que on a un produit et on va essayer, en le démontant, de savoir comment ça a été fait. C'est-à-dire, au lieu de le prendre de le départ et de le construire, on va le déconstruire. Voilà.
Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Simplement aussi, je vous rajoute, et juste avant, je vous précise que n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez à mon compte OnlyFans pour les lives. Je vous rappelle que maintenant les lives sont sur OnlyFans toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un live avec les abonnés OnlyFans. Donc la description est enfin le lien est dans la description de la vidéo. Donc pour finir, j'avais lu il y a plusieurs années que aux États-Unis, le diagnostic des spécialistes en psychiatrie de Poutine, c'était le trouble du spectre de l'autisme. Alors moi je comprends bien pourquoi finalement on peut en arriver à cette hypothèse parce que on va dire bah voilà c'est quelqu'un qui est assez peu dans l'émotion. Bon alors déjà c'est mal comprendre le TSA parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'émotions. Mais bon vous savez dans cette manière de penser le TSA, on croit que les gens n'ont pas d'émotion. C'est quelqu'un qui est froid, qui est calculateur, qui est obsessionnel. Bon, ça, c'est vrai que le caractère un peu obsessionnel est très fréquent dans le TSA. C'est quelqu'un qui présente un niveau d'empathie et de théorie de l'esprit faible. Moi, je pense pas qu'il souffre d'un défaut de théorie de l'esprit. Je pense qu'il a une très bonne théorie de l'esprit, c'est-à-dire une très bonne capacité à lire dans les pensées des gens. Peut-être que son niveau d'empathie est pas très élevé, ça je suis bien d'accord, mais ça ce n'est absolument pas spécifique du trouble du spectre de l'autisme. On peut manquer d'empathie sans avoir un trouble du spectre de l'autisme. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un diagnostic un peu facile et qui ne reflète pas finalement la réalité du personnage. Je pense que c'est un diagnostic qui vise à le rendre, vouloir favoriser cette image de monstre froid. Et encore une fois, je trouve ça terrible pour les personnes qui souffrent d'un TSA parce que ce sont tout sauf des monstres et ils sont tous sauf froids. Mais bon, encore une fois, voilà, la psychiatrie aujourd'hui c'est un peu compliqué. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas de, si vous le souhaitez, vous abonner au compte OnlyFans pour les lives toutes les semaines, tous les dimanches. Maintenant, il y a un live. À bientôt. Bye.